Donald Trump, évidemment, tous les jours emmène de nouveaux tarifs, Isabelle. C'est une page d'histoire tous les jours. Après le 50 on ouvre une autre page, on se lèche le pouce, là, on tourne la page. Un 10 hop, un autre 10 Tiens, un autre pays, Quand 10 j'étais jeune, il y avait l'Histoire sans fin. C'est ça. Je ne sais pas si tu connais ce film, mais je sais qu'avec Atreyu et le chien qui volait, dont j'oublie le nom, mais bref, l'Histoire sans fin. Attends, tiens, 10 Merci. 10 il ment, t'as 10 Toi, 10 Non, toi, Seb, 10 non, toi. Écoute. Et là, ce qui est assez rigolo quand même, c'est que ce nouveau 10 eh bien, il est imposé à une soixantaine de pays, dont le Canada. Même, Là, c'est pas très plus, clair. Même. 80. Ouais. Et le motif, évidemment, c'est les droits des travailleurs. Parce qu'il n'y a rien qui crie exploitation des travailleurs comme la Suède, par exemple. On peut s'imaginer les camps de travail forcés de l'Allemagne ou du Danemark. Bref, on nage un peu en plein délire. Luc, la liberté n'est pas là, mais il va venir dans un instant nous en parler. Il est peut-être en train de payer son 10 Parce qu'à un moment donné, ça va être un 10 individuel. Hein? Tout le monde aura sa cote, Donald. Ça s'en vient. Luc, est-il sujet? Es-tu, toi, sujette à un 10 peut-être, Isabelle on ne sait pas, Perron? mais c'est vrai que quand on entend ça, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est simplement pour faire peur? Est-ce que vraiment ça s'avère? Est-ce qu'on va arriver au bout de ça? C'est juste pour faire parler. Si c'est ça, l'objectif est atteint parce qu'on en parle à tous les jours. Il y en a plusieurs, même des fois, qui sont tannés d'en entendre parler. Mais en même temps, c'est normal qu'on en parle parce que ça touche tout le monde. Ça touche nos industries. Et ça va toucher l'avenir aussi si ça s'avère. Oui, ben ça touche tout le monde, effectivement. Et c'est surtout qu'on a été habitués, et là, je témoigne pour moi, pour nous, dans nos vies, à une espèce de direction. Là, un auteur, là, Francis Fukuyama, qui disait que c'était même la fin de l'histoire. Là, c'est-à-dire carrément qu'on était entré dans une ère planétaire de libre-échange, là, où tout le monde allait s'aimer. Là, il n'y avait plus de guerre mondiale. Mais il y avait ce sentiment-là. Après, il était peut-être... En fait, clairement, il était très naïf. Mais cette idée que, là, soudainement, on revient... C'est comme ça, c'est perçu comme un retour en arrière, là, cette affaire de tarifs. Là. On revient à des anciennes lubies. Puis pour ceux qui sont des étudiants de l'histoire, c'est intéressant de constater qu'en fait, après la crise majeure que se sont tapés les États-Unis en 1929, il y a eu 10 ans de stagnation économique et tous les économistes s'entendent pour dire que c'est en grande partie en raison des tarifs qui ont été mis en place pour protéger les États-Unis puis essayer de relancer la machine. Eh bien, ça a fait un dommage immense autant aux États-Unis, autant au reste de la planète. Donc, il y a comme une espèce de conception que les tarifs, c'est mal, finalement. Ouais. Ce qui va être intéressant d'analyser aussi, parce que ça va être les élections de mi-mandat, c'est la perception des Américains. Parce que nous, quand on le traite, c'est avec nos yeux de Québécois, de Canadiens. Mais après, lui aussi, il y a un jeu de perception à faire. Il veut que ça se passe bien. Bien sûr, il veut que les élections de mi-mandat, il y en a qui disent que ça fait mal paraître en ce moment, mais la perception interne, elle est comment? Certains disent qu'il s'en fout. Mais là, je vais me tourner vers Luc La Liberté, qui est enfin arrivé parmi nous, descendu de son 10%, de son royaume tout tarifaire. Tout est payé après la dîme, le 10%. Tu as peut-être raté le début de notre échange, mais donc, nouveau jour, nouveau tarif, Luc La Liberté. Voilà, et nouvelle démonstration de l'imagination de l'administration Trump. J'ai eu le temps de vous entendre référer à Fukuyama, puis à ce qui n'est pas un ordre ancien, mais un ordre qu'on remet en question. C'est un peu la mondialisation, les grands partenariats, donc la disparition très souvent de barrières tarifaires importantes. Alors que, donc, avec Donald Trump, on brasse la cage. Et je t'écrivais d'ailleurs un peu plus tôt ce matin, j'ai hâte de voir ce qui va rester si, bien sûr, ce ne sont pas les républicains ou Donald Trump qui remporte les élections de mi-mandat ou encore la prochaine présidentielle. Parce qu'on brasse suffisamment la cage pour que certains dommages, s'ils ne sont pas irréparables, soient très difficiles donc à réparer. Sinon, donc, là où je parle du caractère imaginatif de Donald Trump, c'est qu'on constate qu'il a trouvé de très nombreuses manières de contourner la décision de la Cour suprême. Quand il a invoqué cet état d'urgence, donc pour appliquer les tarifs à tout le monde lors du fameux jour de la libération, la Cour suprême, longtemps après, est revenue lui dire non, c'était pas constitutionnel. Puis en plus, on sait qu'on devait rembourser ces fameux tarifs perçus en trop.
L'administration n'a fait ni une ni deux et on l'a vu, nous, 2 fois. Donc, cette semaine, c'est la raison pour laquelle je reviens un peu en arrière. On a vu ce qui a été utilisé comme justificatif ou justification pour notre 50 de tarif, le premier de la semaine. Ce sont des pratiques discriminatoires, a-t-il dit. Mais on avait précisé, il retourne dans les années 30, auxquelles tu référais pour le protectionnisme, Francis, pour les tarifs. Mais il s'inspirait en particulier donc d'un élément qu'on avait enfoui en 1940, celui de ces pratiques déloyales discriminatoires. Et là, il retourne encore dans les années 30, puis il ajoute à ça, il a un peu modernisé l'approche, une loi également sur les tarifs de 1974, et il dit au reste de la planète de faire quelque chose que les États-Unis ne font pas. En tout cas, il justifie ces tarifs en disant encore une fois que les partenaires américains, 60 partenaires, quand on décompose l'Union européenne, c'est 87 pays, je crois, qui sont touchés par le 10 à 12,5 %. Il leur dit, vous n'en faites pas assez pour limiter l'entrée chez vous de produits qui sont le résultat du travail forcé et du travail des enfants. Les États-Unis laissent entrer chez eux des produits qui sont le fruit du travail forcé et, dans certains cas, du travail des enfants. Donc, c'est drôlement culotté et ça montre bien que ce n'est qu'un prétexte pour continuer sa politique tarifaire, imposer à d'autres ce qu'on ne fait pas chez soi. Ça me semble un peu paradoxal, contradictoire. Et le travail des enfants, puisqu'il en est question, les Américains à Washington, le président de l'époque, donc, signent en 1995 une convention dans laquelle, justement, on définit et on protège les droits de l'enfance. Et au Sénat, on n'a jamais entériné cette entente. Donc, l'entente de 1995 sur, justement, les droits et le travail des enfants, les Américains n'en font pas partie. Et aujourd'hui, donc, ils ramènent à la face de leurs partenaires des arguments, donc des comportements qu'eux-mêmes n'adoptent pas. Et ça montre bien, je pense, qu'on se cherchait un prétexte, on a fait preuve d'imagination, et c'est ça qui est sorti du tiroir, le lapin du chapeau, c'est cette nouvelle justification pour les tarifs. Mais c'est quoi la perception des Américains? Parce qu'en politique, on travaille avec de la perception, pas nécessairement la réalité. T'sais. Comment les Américains perçoivent ça? Est-ce que ça pourrait, à long terme, parce que nous, on l'analyse avec nos yeux canadiens, mais est-ce qu'à long terme, ça pourrait l'aider pour les élections de mi-mandat? Je ne pense pas, bien honnêtement, à la lumière des chiffres que je consulte régulièrement. Tout d'abord, il y a deux choses qui se croisent là-dedans, puis les tarifs sont rattachés d'une certaine façon au coût de la vie, mais l'impopularité est liée aussi au conflit iranien, au prix de l'essence, puis à l'indice des prix à la consommation. Donc, on voit une conjoncture actuellement qui fait paniquer ou désespérer des élus républicains dont le siège n'est pas particulièrement solide. Il y a des circonscriptions, on le sait, qui ne voteront jamais rien d'autre que républicains, en tout cas pas dans un avenir prévisible, mais il y a des sièges en jeu. Il y a une possibilité pour les démocrates de faire de nombreux gains à la Chambre et peut-être au Sénat, et les élus républicains dont le siège est en jeu, ils regardent les nouvelles sur le conflit iranien ce matin, ils avaient déjà un peu baissé les bras en disant « il est trop tard, on n'arrivera pas à se sortir de là » puis à corriger la situation avant les élections de mi-mandat. Et ils ne sont pas dupes non plus. Et leurs électeurs, ce qu'ils perçoivent très souvent des tarifs, c'est moins ce que Donald Trump met de l'avant. C'est-à-dire qu'il oublie de mentionner qu'on a grossi les déficits américains sous sa présidence, mais il dit les tarifs, ce sont des entrées dans le trésor américain, dans le budget des États-Unis. Ce qu'il ne dit pas, bien sûr, c'est que ces tarifs, on en a parlé souvent, il faudrait mesurer quel impact réel ça a, mais ça a un impact sur les coûts. C'est une taxe déguisée qu'on prélève dans la poche, finalement, ou dans les poches des électeurs. Donc, on le sait que la gestion à laquelle on assiste présentement, ce sont les Américains très souvent qui en font les frais au quotidien. Et moi, j'étais étonné dans un sondage récent qu'on dise on pense que pour l'économie, les démocrates feraient mieux. L'économie, à tort ou à raison, c'est la force des républicains. Ils sont souvent perçus comme de meilleurs gestionnaires ou comme gérant mieux les taxes et les impôts parce qu'on en retourne plus dans la poche des contribuables
quand on ne s'embarrasse pas des détails et qu'on ne regarde pas quel contribuable met la main ou profite de ces fameuses taxes. Et même pour l'industrialisation, là, quand j'ai vu des tableaux, là, Biden, il est allé plus dans une logique de subventionnement, là, qu'on pense au Inflation Reduction Act, au CHIPS Act. Mais clairement, la stratégie de Biden a permis de créer des centaines de milliers d'emplois manufacturiers, alors que depuis l'élection de Donald Trump, il s'est perdu des emplois manufacturiers aux États-Unis, ce qui est quand même hallucinant. Sa plateforme, c'était de ramener de la production industrielle en Amérique, et clairement, jusqu'ici, en tout cas, ça ne semble pas avoir fonctionné avec le régime qu'il a choisi, le régime tarifaire. Voilà, et même si on était généreux et qu'on se disait, laissons-lui le temps, c'est du temps que Biden n'avait pas à la fin de sa présidence parce que les démocrates ont été battus, entre autres, sur la question de l'économie. Mais tu as raison, dans la réalité, les chiffres, les faits, ce n'est pas favorable à Trump, mais cette fois-là, pour répondre toujours à la question d'Isabelle, ça correspond à la perception qu'ont les Américains. Si les républicains perdent la carte économique, ne serait-ce que quelques appuis, et là, selon les sondages, c'est plus que quelques appuis, ils peuvent dire adieu à la victoire, assurément, à la Chambre des représentants. Donc, le bilan que présente Donald Trump, il est, au moment où on se parle, un boulet pour son parti et pour les élus dont le siège est en danger. Luc La Liberté, merci comme toujours de nous éclairer de tes lumières américaines. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Une bonne fin de semaine à tout le monde, aux auditeurs et à vous.